Tout est marque avec l'agence Yucatan, partenaire de votre image, votre notoriété, votre réputation. Tout est marque, une émission proposée et animée par François-Xavier Goudemont. Éclairer la vision et inspirer les actions. Bienvenue dans le nouvel épisode de Tout est marque Best of partie 2 pour l'année 2025. Bonne écoute. Pour la marque Father & Son, Thierry Herbet, directeur général France. D'ailleurs, été interpellé parce que j'ai vu que vous avez donc un très beau réseau, mais c'est un réseau de boutiques en propre. Alors oui, en propre. Jusqu'à il y a une petite dizaine d'années, on a ouvert notre réseau à ce qu'on appelle la commission affiliation. Ça veut dire qu'en fait, Father & Sons est propriétaire du stock, mais s'associe à un commerçant souvent local qui a une boutique, qui exploite la boutique Father & Sons avec la collection Father & Sons. Simplement, ses collaborateurs sont personnels. Il paye le loyer de sa boutique. Et par contre, il a un concept Father & Sons. Pour un client, c'est transparent. En fait, il ne peut pas voir que c'est une boutique affiliée. C'est exactement la même politique commerciale, les mêmes prix, les mêmes remises, les mêmes systèmes d'encaissement, même programme de fidélité. C'est un système qui est différent de la franchise en soi ? Ouais, la franchise, c'est différent parce que la franchise, le commerçant achète son stock. Là, l'affiliation, en fait, le stock est poussé par la marque dans la boutique. Donc, l'affilié, lui, ne supporte pas le poids du stock. Très important en termes de trésorerie, et une modélisation derrière. Exactement. Et la modélisation, c'est que ensuite le commerçant garde une partie du chiffre d'affaires et reverse en commission l'autre partie à Father & Sons. Donc, il y a différents modèles, mais pour Father & Sons, un commerçant, lorsqu'il fait 1 000 euros de chiffre d'affaires, il conserve 44% de son chiffre, donc il conserve 440 euros et reverse 560 euros à la marque. Mais il ne supporte pas du tout le stock. Et l'autre avantage, c'est que s'il progresse fortement, la marque vient le réassortir au quotidien. Donc, s'il fait plus 20, plus 30, plus 40% de chiffre d'affaires, la machine s'emballe et la marque vient pousser le stock chez l'affilié. En direct, avec un suivi informatique poussé directement ? Oui, tout à fait. Ouais, les réassorts il y a des modèles agiles qui permettent d'avoir des réassorts, de l'actualisation. De sécurité, stock d'alerte. Exactement. Les traditionnels. Traditionnels. Qui ne connaissent pas le sujet, mais c'est vrai que ça prouve que vous avez une entreprise extrêmement moderne. Oui. Parce que le réseau type affilié, eh bien, c'est un modèle qui est très peu connu et qui a un véritable potentiel, même dans d'autres secteurs. Oui, tout à fait. Ça prend le pas sur le modèle classique de la franchise. Donc, de plus en plus de réseaux aujourd'hui développent leur marque sous le régime de la commission affiliation parce que ça permet également de maîtriser l'offre, la collection. Quand un franchisé achetait son stock, c'est pas réellement son métier que de construire des collections. Son vrai métier, c'est d'être commerçant, de vendre. Le métier d'achat, c'est un métier à part entière. Donc en venant s'appuyer sur une collection. Pour la marque Bonâme, Victoria Bonamour, fondatrice et créatrice. Donc là, on est encore plus dans l'air du temps. La marketeuse que vous êtes, pense-t-elle que ce positionnement est vraiment d'ailleurs différenciant aujourd'hui ? Non, je pense que l'éco-responsabilité ou le Made in France, c'est pas un positionnement en soi. C'est pas acheter un vêtement parce qu'il est Made in France, à part des gens qui sont très très engagés ou très militants sur ce sujet, tout comme l'éco-responsabilité. On ne va pas acheter un vêtement parce qu'il est éco-responsable. Sauf si effectivement on est très militant aussi, très engagé. Ça peut être un axe de choix, mais on achète un vêtement parce qu'il nous plaît, parce que la couleur est jolie sur nous, parce qu'il nous flatte, parce qu'on se sent bien, parce qu'il raconte quelque chose de notre personnalité. C'est ça le premier critère d'achat. Donc, et parce que son prix est acceptable. Oui. Aussi, bien sûr. Et bien sûr, l'argument prix est un élément fondamental. Je rappelle d'ailleurs que vous avez aussi été gratifié du label Fabriqué à Paris. Oui. C'est pas rien, parce que toutes les marques parisiennes ne sont pas gratifiées de ce label.
Non, il y a une sélection, on envoie un dossier et donc effectivement chaque année, moi je reconduis et j'envoie mon dossier. Ça répond à un certain nombre de critères. Où est-ce qu'on fait fabriquer, comment, avec quel type de process et pour obtenir ce label. Moi, quand je regarde votre marque, et que vous oscillez aussi en tant que conférencière, vous connaissez bien l'histoire de la mode, de l'art. Je me dis, mais une marque comme Bonham devrait faire des collabs avec des marques de bijoux. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, oui, je pense que c'est très intéressant. Les collabs, c'est un axe vraiment que je balaye pas du tout d'un revers de main. J'en ai fait un peu dans le passé. J'ai fait une collab avec une petite marque de parfum qui était en mode start-up comme moi. J'ai fait une collab avec une maroquinière sur une ceinture qui venait agrémenter une de mes robes. Donc, je trouve ça très intéressant, la collab. Quand on est aligné sur un positionnement et sur des valeurs. Et le bijou, oui, tout à fait, parce que le bijou complète très avantageusement une tenue Bonham. Toujours un petit peu, on peut jamais évoquer, effleurer le sujet de la marque ou parler d'une marque sans parler de son marketing et de sa fidélisation. Comment faites-vous pour fidéliser d'une part vos clientes et puis tout simplement véhiculer la bonne parole, les valeurs qui sont intégrées au cœur même de la marque Bonham? Alors il y a beaucoup d'attention portée à ça et de proximité, de soins vraiment à l'égard de mes clientes. Donc j'ai un business model online, donc je suis vendue en ligne, j'ai un site internet, mais j'ai... Sur bonham.fr? Sur bonham.fr, absolument. J'ai mon atelier dans lequel je travaille, qui est mon bureau, et dans lequel je conçois toutes mes créations, où j'élabore aussi, où on va coudre les pièces uniques quand il s'agit de pièces uniques. Et je reçois les clientes dans cet atelier parce qu'en fait, il y a encore beaucoup de femmes qui veulent essayer avant d'acheter. Donc, elles vont sur mon site, elles sélectionnent et elles viennent dans mon atelier. Donc, je pense que la fidélisation se fait aussi beaucoup sur ce rapport de proximité. Parce que jusqu'à présent, j'ai vraiment misé sur une croissance organique, vraiment par du bouche à oreille, le temps d'installer la marque, la collection, de bien comprendre qui était ma cliente, à qui je m'adressais, qu'est-ce qui plaisait ou pas. Et je remarque que quand les femmes viennent dans mon atelier, en général, elles y restent longtemps. Elles essayent pas mal de choses. C'est plutôt bon signe. C'est plutôt bon signe. Elles essayent pas mal de choses. Elles repartent souvent avec un vêtement. Et je suis assez fière de ça. Je n'ai jamais eu de retour qualité. Pour la marque Octopus Énergie, Marion Durand, directrice marketing et communication. Pour en revenir aux produits, aux services, faisons simple aussi. Je souhaite devenir client Octopus Énergie. La vraie question, c'est est-ce que c'est facile ? Oui, c'est hyper simple. Le parcours se fait en quelques minutes, en 3 minutes sur notre site ou par téléphone. Évidemment, c'est possible de le faire par téléphone. Et puis, on s'occupe de toutes les démarches. Il n'y a pas besoin de prévenir son ancien fournisseur. Tout se fait à peu près en 48 heures. Évidemment, sans frais et puis évidemment sans coupure. Eh oui. Et ça, c'est important de le redire. Exactement. Absolue. Complètement. Se dire, je bascule, je viens... Par hasard, je vais le citer, par hasard, je viens chez EDF et je bascule chez Octopus et je ne m'occupe de rien. Exactement. Et puis c'est important de rappeler que c'est toujours sans engagement chez les fournisseurs d'énergie. Donc on a le droit aussi de tester, de ne pas être content et de repartir. Voilà, sans intervention technique, exactement. Ni coupure. Exactement. La vraie promesse, c'est d'ailleurs, on peut le lire notamment sur le site internet, on s'occupe de tout en 48 heures. Je dis que là, dans ces cas-là, la promesse est relativement simple et transparente. Oui, c'est efficace. Côté prix, la marque propose un prix stable sur 2 ans. Oui. Est-ce que ça, c'est aujourd'hui la nouvelle, d'ailleurs, c'est un peu la nouvelle promesse quand on commence à regarder tous les fournisseurs d'énergie. Tout le monde se met à peu près sur ce trend. Pourquoi ? Je pense que la crise de l'énergie a beaucoup joué. Si on regarde un peu avant la crise de l'énergie, on avait quand même 2 typologies d'offres. On avait déjà des offres fixes, évidemment, 1 an, 2 ans. On avait aussi des offres indexées aux tarifs réglementés de vente. Oui. Je pense que la crise a fait bouger tout ça. Il y a, et à raison, une crainte des consommateurs de voir leurs factures beaucoup bouger. Oui. Et donc, ils plébiscitent les offres fixes. Et donc, nous, on a fait le choix ces derniers temps de vendre des offres fixes 2 ans, pour l'électricité et pour le gaz d'ailleurs, avec, dans la majorité des cas, quasiment tout le temps, des primes en dessous des tarifs réglementés de vente.
Pour la marque Oura.fr, son président, Casimir de Hautecloque. Oura, une des grandes forces et une des grandes spécificités, c'est que nous, on s'adapte aux contraintes de nos clients. Donc, on ne va pas adapter les besoins des clients à nos contraintes logistiques, on trouve les moyens. Nos clients ont besoin de se faire livrer de 7h à 22h, ont besoin de se faire livrer 7 jours sur 7, ont besoin de se faire livrer le soir même quand ils commandent le matin. Et donc, on s'adapte à ça. Et donc, une des grandes raisons, une des grandes manières de faire ça, c'est qu'on a internalisé la logistique. On a un WMS, donc un outil de gestion d'entrepôt qui est maison, qu'on a fait nous-mêmes avec une équipe 100% interne. On a nos livreurs qui sont salariés. Et on a combien de livreurs au total chez Oura ? Ça dépend des entrepôts, mais on a une centaine de livreurs, sur les 3 sites et sur les 3 entrepôts qui permettent d'assurer les livraisons. Voilà. Et donc c'est vraiment la logistique internalisée, tous les outils de préparation internalisés qui nous permettent de... Casimir, malheureusement, vous allez l'entendre, une petite question qui fâche. Et maintenant, c'est la question qui Cette fâche. petite question qui fâche, en fait, elle est plutôt, elle m'interpelle parce que Oura a été l'un des tout premiers pionniers des courses en ligne en France grâce à son offre très, très complète, sa logistique avancée, ses innovations numériques continues. Mais moi, j'ai quand même une question. Pourquoi ne couvrir que 24 départements en France ? Alors moi, la question ne me fâche pas beaucoup. Moi, je trouve que 24, c'est au contraire beaucoup. La plupart de nos concurrents qui ne dépendent pas de magasins répartis sur tout le territoire sont en général uniquement en Île-de-France ou en Île-de-France et dans 1 ou 2 villes. Nous, on est aujourd'hui dans 24 départements, donc on est dans toute l'Île-de-France. On est dans le Nord et dans le Pas-de-Calais. On est en Alsace, en Moselle, en Lorraine, et on est en PACA et à Lyon. Donc c'est quand même beaucoup de départements, une couverture géographique assez large. Aujourd'hui, notre modèle n'a pas vocation à aller partout. La première année, Oura livrait dans toute la France, mais assez vite, on s'est rendu compte que aller livrer les restaurateurs au fin fond de la Savoie à 2000 mètres d'altitude, c'était pas forcément quelque chose qui était... Pour la marque Superprof, Wilfried Granier, fondateur et président. Ouais, mais alors, écoute, c'est ambitieux mais en même temps, on n'a jamais été trop loin de nos objectifs depuis le début. Donc voilà, on s'était fixé cette année 100 millions de chiffre d'affaires sans pays. Donc voilà, on va y arriver. Donc c'est la question qui fâche. Il y a toujours une question qui fâche. Génial. Et oui, elle fâche jamais assez. À chaque fois qu'on m'a fait la question qui fâche, je me dis, elle est trop gentille. Mais alors là, je la connais pas, donc vas-y, balance. Wilfried. C'est faux. Il a été. D'accord. Il a été déclaré. Nous avons voulu un modèle transparent sans commission cachée ni publicité parasite. De ce fait, moi ma question c'est comment Superprof se rémunère ? Mais c'est pas, ça fâche pas du tout parce que je passe mon temps à l'expliquer. On fait payer l'élève pour qu'il trouve son professeur. En fait, le professeur ne paye rien chez nous. Okay. On a décidé de ne pas mettre de commission entre le professeur et l'élève, qui était le modèle Airbnb. J'aurais pu calquer le modèle Airbnb, mais en fait, il faut que tu imagines que dans la durée, en fait, comme c'est une relation qui est toutes les semaines hebdomadaires et compagnie, dans la durée, ça ne marche pas. La commission, ça ne marche pas dans la durée. Donc, on fait payer l'élève. L'élève, aujourd'hui, il paye 39 € pour avoir accès à notre catalogue de professeurs pendant 1 mois. Et pendant 1 mois, il est là pour trouver son professeur. Et une fois qu'il a trouvé son professeur, eh bien, écoute, il travaille en direct avec lui, sans passer par nous, et puis ils vivent ensemble un merveilleux moment. Voilà. C'est comme ça qu'on se rémunère. Oui. Donc... Non, mais il faut l'expliquer. En fait, je titille, mais c'est simplement simplement parce que les uns et les autres vont forcément avoir ça en tête en se disant oui, mais alors Superprof doit prendre, c'est pour ça que surtout tarifs, pas de commission. Voilà. Alors on peut. Donc c'est une plateforme d'intermédiation. C'est une plateforme de matching. De matching. Plutôt. C'est-à-dire que nous, notre promesse, François-Xavier, c'est de trouver le professeur parfait. Quand tu viens chez nous, notre seule ambition, c'est de trouver le professeur parfait pour toi. Donc on essaie de savoir qui tu es, quel est ton niveau, quel est ton âge, quel est ton parcours, quelle est ta motivation. On essaie de te proposer les professeurs qui correspondent. Et surtout après, ce qu'on va te demander, c'est de motiver ton projet pédagogique. Parce que ne crois pas que c'est les élèves, ils peuvent choisir leur professeur et puis ils n'ont pas besoin de se vendre. Nous, on demande à nos élèves d'expliquer pour que le matching, ils prennent dans les deux sens. Il faut que ça marche dans les deux sens. Tu vois ce que je veux dire ? C'est que toi, il faut que tu expliques pourquoi tu as choisi ce professeur, pourquoi tu veux apprendre, et que le professeur, quand il accepte la demande de cours, il dise « Ok, je peux vraiment lui répondre, je peux vraiment lui apporter quelque chose. » Tu vois ? Le modèle sans plus. Pour la marque Maison M, Marie Rocchiziani, fondatrice et présidente.
Eh bien, donc Maison M, c'est une start-up de beauty tech. Donc, on a inventé un rouge à lèvres révolutionnaire. Il est révolutionnaire pour 3 grandes raisons. Le premier, c'est qu'il réunit 3 teintes dans un seul tube. La seconde innovation de ce rouge à lèvres, c'est que c'est un rouge à lèvres qui est personnalisé grâce à l'intelligence artificielle. Donc, on propose de se prendre en photo et l'IA va analyser toutes les caractéristiques physiques pour suggérer des teintes qui correspondent parfaitement à chaque personne. Et sa 3e innovation, c'est sa formule, parce qu'on est le premier rouge à lèvres naturel qui est également longue tenue et hydratant. Et donc moi, j'ai créé Maison M il y a 4 ans. Et la grande spécificité de Maison M, c'est qu'on a tout développé en interne. Que ça soit l'intelligence artificielle, le concept du 3 en 1 et sa formule. On a vraiment tout développé par nos propres moyens. Donc, on a passé plus de 3 ans de recherche, de développement. On a lancé aussi notre première ligne de production en Ile-de-France. Made in France. Exactement. Bravo. Et donc, effectivement, on est une jeune marque puisqu'on commence à commercialiser depuis un petit peu moins d'1 an. Maison M, le nom vient de... Alors, bien déjà le M avec une seule lettre pour que chacun puisse le personnaliser, entendre un peu ce qu'il souhaite derrière. Mais c'est aussi le M de muse, puisque c'est ma tante qui m'a inspiré cette idée. C'est le M de aimer pour s'aimer soi-même. Et c'est aussi un petit peu pour faire le pendant des maisons de haute couture, des maisons de parfumerie. Donc, c'est le M de maquillage pour une maison de maquillage. J'avais pensé au M de Marie. Aussi. Alors, dans Qui veut être mon associé, Anthony Bourbon a dit c'est le M de milliard, donc c'est tout ce qu'on souhaite pour la suite. Alors, pour le groupe Rebirth, Grégory Trébaol, fondateur et président. Alors, effectivement, on a créé ce groupe au démarrage avec une seule marque, Easy Bike, et donc qu'une question se posait, on avait une marque, un focus. À partir du moment où on a eu la 2e et la 3e marque dans le portefeuille et par acquisition, des marques relativement fortes, des marques comme Solex et des marques comme Matra, on avait une marque qui était un peu plus faible, qui était Easy Bike et qui pour autant était cette marque qui avait consolidé cet univers. Donc il nous est apparu essentiel d'avoir une marque ombrelle qui allait regrouper toutes ces valeurs, mais qui pour autant n'allait pas faire d'ombre. Donc c'est un peu antinomique avec cette marque ombrelle, mais qui n'allait pas faire d'ombre à chacune de nos marques pour que chacune puisse s'exprimer dans sa catégorie. Pour la marque Segway Ninebot, Rudy Godoy, European Sales Director. On considère tout le monde comme nos clients et on apprend beaucoup. Et notamment, c'est grâce à la partie libre-service qu'on a appris. Typiquement, les premières suspensions que nous avons mises sur notre trottinette, ça a été sur les trottinettes en libre-service. C'est du retour d'expérience qui, derrière, est repris par le marketing. Tout à fait. Le retour d'expérience sur la batterie, les durées moyennes de trajet. Typiquement, ça c'est une information utile pour se dire finalement c'est quoi la trottinette idéale en termes de confort, en termes de batterie, pour que l'utilisateur puisse faire son trajet. La fameuse user experience, comme disaient les Américains. Mais... Oui, et encore une fois, je tiens à souligner cela, c'est que, et avec un exemple simple, qui est la ZT3 Pro aujourd'hui en France. La ZT3 Pro, c'est un modèle ? C'est un modèle SUV que nous avons sorti en octobre dernier, et même je pourrais aller sur le scooter E300. Pour ces 2 modèles, c'est une demande française et espagnole. C'est-à-dire qu'on a dit au siège, voilà, aujourd'hui, dans ces pays-là, les clients sont intéressés par une trottinette de type SUV, par un scooter 125 cm3 électrique. Voilà, nous avons un marché. Qu'est-ce que vous pourriez nous faire ? Voici nos spécifications en termes de batterie, en termes de taille de pneus, en termes d'amortissement. Et pour ces 2 modèles... Et la volonté d'être tout le temps au sommet, en définitive. De concevoir le produit, c'est très bien de le produire, mais c'est encore mieux de le commercialiser. Et les dirigeants de Ninebot n'avaient pas forcément la vision du fait que Segway était une marque très puissante. Mais nous, on le voit, la notoriété assistée de la marque Segway, donc, dès qu'on dit, moi-même, dès que j'explique ce pourquoi je travaille avec des personnes que je ne connais pas, je dis, mais pensez au truc pour touristes. Alors, ça vient de suite en tête, le truc pour touristes, le gyropode. Donc, effectivement, on a dit au siège, pour les 2 produits, donc encore une fois, le SUV et le scooter, et ils l'ont fait. Et on l'a commercialisé. Aujourd'hui, ce sont nos 2 plus grands succès. Des best-sellers. Voilà, parce que le siège écoute et veut nous remonter. Pour la marque Pyrenex, Virginie Concalves, Marketing Manager. Alors, marque de luxe ou marque très haut de gamme ? Grande question. Je dirais que c'est une marque très haut de gamme. On va emprunter quelques communications au luxe, mais c'est une marque très haut de gamme. D'accord. Justement, cette marque
Pyrenex est une marque responsable. On le voit en tous les cas, notamment sur votre communication, sur le site, ne serait-ce que sur le site ou sur les réseaux sociaux. Concrètement, comment cela se traduit-il ? Eh bien, d'abord, ça se traduit par l'upcycling. Donc, nous, on a fait de l'upcycling depuis 1859. Donc, chez nous, rien ne se jette, tout se transforme. Donc, on va récolter les plumes, on va les laver, on va les traiter. Les plumettes vont nous servir pour notre literie. Le duvet, donc les fibres de duvet, tout ce qui est duvet va nous servir dans les doudounes parce que c'est extrêmement léger. Et puis après, tout ce qui est déchets, c'est-à-dire que dans un canard, vous avez aussi des grosses plumes qui ne s'utilisent pas, mais qui va se transformer dans la cosmétique ou en engrais, parce que c'est de la kératine pure. D'accord. Et nous avons aussi un service SAV très important chez nous. Donc en fait, vous pouvez avoir une doudoune Pyrenex qui a 10 ans dans votre armoire, qui a besoin d'être réparée, et on peut vous rendre lui donner une seconde vie. Une seconde vie, une marque héritage et qui fait partie donc de ces marques qui n'ont pas attendu la digitalisation pour parler d'upcycling, c'est bien. Pour la marque Dynamique, Ingrid Menet, présidente. Après quelques années, donc tu nous disais que tu as repris la marque en 2018. Quels sont les points forts que tu as su développer justement au niveau de cette marque qui était, on va dire, moribonde, on va appeler les choses telles qu'elles étaient, mais aujourd'hui, justement, sur une phase bien meilleure? Quand j'ai voulu reprendre cette marque, vraiment, c'était je voulais refaire vivre cette légende. Les faire connaître à la jeunesse qui n'a pas connu l'histoire du ski. Et donc pour moi, le plus important, et pour moi c'est un point positif, c'est retrouver l'authenticité de cette marque que Hammer avait tout cassé. Oui. Ils avaient cassé le jouet. Oui. Et donc c'était remettre déjà ça en place, la passion, l'artisanat, avec de belles qualités de production. Et en fait, moi, j'ai rajouté à côté, je voulais vraiment, quand on arrive à un moment de sa vie où on veut qu'il y ait du sens, et comme moi, je suis une commerçante, j'ai fait 20 ans de grande distribution, et je voulais faire de bons produits. Et de beaux produits. Ouais, c'est un peu le cœur système du commerce quand même. Il faut avoir des bons produits, des bons services. Ouais. Et justement, des bons produits et des beaux produits, des produits qui durent longtemps. Ouais. Et donc, quelque chose que je n'arrête pas de faire avec les skis, le développement des skis, c'est travailler avec les compositions du ski pour que ça dure longtemps. Par exemple, au début, on a pris des carres plus épaisses. On a travaillé l'intérieur du noyau qui est en bois des skis en trouvant 2 types de bois qui gardent leur ténacité dans le long terme. Et surtout, on a repris le système de sandwich, mettre une plaque titanale dessus-dessous pour justement garder le dynamisme du ski. Pour la marque Flibustier, Greg Anoni, son cofondateur. Justement, bien entendu, on ne peut pas parler de flibustier, de bijoux, d'univers métal sans parler du Hellfest. Bien entendu. Pourquoi ? Parce que Flibustier est le créateur bijoux avec une collection Hellfest notamment. Comment c'est venu ? C'est venu naturellement ou toi, tu as tapé à la porte pendant des mois, des années pour dire coucou, j'existe, faites-moi une petite place sur un stand ? Alors, la première fois que j'ai entendu parler du Hellfest, c'est via un client à nous, en fait. Ouais. Qui était client chez nous et qui nous a dit un après-midi, il est passé à l'atelier. Il nous a dit, mais les gars, pourquoi vous faites pas le Hellfest ? Je connaissais même pas le Hellfest. Moi, j'en avais jamais entendu parler. Comme mon passif, il est d'un univers plus skate, machin, qui est moins le côté métal. Puis en plus, ces dernières années, j'étais aussi pas mal revenu sur l'électro. Enfin, j'écoute beaucoup de musique dans plein de styles différents. Je fais pas que du métal. Du coup, c'est vrai que je connaissais pas du tout. Tu vois. Je fais bon, bah ok, pourquoi pas. On va regarder un petit peu vite fait. On a fait bon, bah, on va envoyer un message, quoi. Et on a juste envoyé un message. On n'a pas dû gratter tant que ça. Leur premier réflexe a été de dire non, bien sûr, quand même. Parce qu'ils pensaient qu'on était trop cher pour le public métal, en fait. Il s'est dit non, mais nous, c'est des métalleux. Si on leur met des bijoux à 150 euros, ça va pas marcher. On fait laissez-nous essayer une fois et puis on verra bien, quoi. Et donc on a essayé une première année où on n'était pas encore partenaire, on était juste exposant et ça s'est très bien passé. Donc on est revenu la deuxième année, on a fait mais ça pourrait être intéressant de revenir avec un bijou du coup Hellfest, quoi. On pourrait tester et donc on a testé donc la première édition en 2017, je crois que c'était, avec le bijou Hellfest pour l'édition 13. Le 13e Hellfest. Ouais.
Et ça a été un carton tout de suite. Et c'est là que le Hellfest a commencé à comprendre et à voir son public différemment aussi, parce qu'il s'est dit, mais en fait, non, c'est pas... le public métal, il a des moyens, il a des revenus, et il est prêt à les dépenser, surtout que c'est un public de passionnés. Et quand il aime les choses et les belles choses, il peut se permettre de se prendre une bague à 150, 180 euros, hein, sans problème. Et donc voilà, et donc on a fait la première bague, ça a très bien marché, puis on a recommencé tous les ans, et jusqu'ici, on va continuer encore. Avec des éditions limitées. Que des éditions limitées. Ouais. Sur le Hellfest, on fait une édition limitée pour chaque édition, c'est une bague, c'est ce qu'on appelle des bijoux commémoratifs. Ils sont disponibles à la vente pendant une durée limitée, qu'on limite jusqu'à ce que les stocks soient épuisés, mais généralement ça dure 1 an max. La quantité sur un bijou limité comme ça, c'est... Comme c'est pas limité en quantité mais en temps, ça dépend. Ouais. Mais globalement, comme on fait quand même, là on fait maintenant entre 4 et 6 bijoux par an. On fait des bagues, on essaye de varier aussi les niveaux de prix, parce que effectivement tout le monde peut pas se permettre de prendre une énorme chevalière à 350 €. Donc on essaye de faire un peu de tout. Et donc je crois que le bijou qu'on a dû le plus vendre, ça devait être 250 ou 300 pièces maximum. Ce qui est déjà sur une bague. Sympa. Oui, ce qui est déjà très très bien hein, pour un événement qui dure 4 jours. Nous, on vend un petit peu avant, on fait des préventes. Ouais. Et on vend après sur place. Sur le site e-commerce. Sur le site e-commerce, on fait les préventes. C'est le meilleur moyen pour les avoir. C'est flibustierparis.com. Hein, flibustierparis.com, c'est ça. Exactement. Ouais. Et donc là, voilà, tous les ans, on s'adapte en même temps à la thématique de l'année. Donc ça varie tous les ans. Pour la marque Yokohama, Patrick Lost, président France. Si on devait résumer un petit peu la gamme Yokohama, pour que les uns et les autres puissent comprendre ce qu'est la marque Yokohama. Eh ben, la gamme, elle est très large et c'est ce qui positionne mondialement Yokohama comme une marque premium. C'est-à-dire que par exemple au Japon, sur un marché qui est le meilleur, le marché le plus qualitatif au monde, Yokohama est deuxième avec des parts de marché importantes, autour de 20%, je crois. En Europe, on est moins fort. On a une part de marché beaucoup plus faible, autour de 3%. Et en France, encore moins, autour de 1%. Ce qui fait que, si vous voulez, on a une dégradation du positionnement de Yokohama, non pas par la performance du produit, qui elle est exceptionnelle. Produit japonais, il y a rien à redire en performance, en qualité. Des profils de pneus exceptionnels. Voilà, mais par contre, vous voyez, ce qui nous manque, c'est c'était un manque de part de marché qui fait que on avait moins de moyens pour communiquer et donc moins de visibilité en Europe. Ouais. Mais donc, l'avantage de ce positionnement aujourd'hui, c'est que ça représente une vraie belle opportunité pour le réseau professionnel français. Bien sûr. Parce que Yokohama a un positionnement prix inférieur aux marques premium, alors que le niveau de qualité et de performance est équivalent au premium. Donc avec ce manque de visibilité, le bienfait, c'est qu'il y a moins de concurrence sur la marque, puisqu'elle est moins bien distribuée. Et donc, pour les gens qui travaillent avec nous, nos distributeurs, ça leur amène une rentabilité un peu supérieure parce qu'ils peuvent jouer un petit peu dans un corridor de prix plus large que les concurrents bien distribués. Et alors, bien sûr, ce qui est aussi indissociable de la marque Yokohama, c'est Advan. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est? Oui, Advan, c'est le flagship, c'est-à-dire le label haut de gamme de Yokohama. Donc Advan a été lancé il y a à peu près 45 ans. Et donc c'était justement pour monter en gamme, au même titre que par exemple on peut avoir Lexus à Toyota ou Acura à Honda. C'est assez japonais pour monter en gamme, on premiumise la gamme existante. Et donc c'est ce qui se passe avec Advan. Et à chaque fois que on a un produit Advan dans la marque Yokohama, il est positionné bien évidemment donc en premium. Ouais, et tous les amateurs de Nissan Nismo se souviendront aussi justement des sponsoring notamment aussi sur les compétitions de drift ou des choses comme ça. On voit effectivement le Advan. Le Advan, Yokohama également, qui a été très très présent sur le drift. Donc ça fait partie justement de l'environnement premium de Yokohama. C'est-à-dire que comment on juge une marque premium, c'est de par son line-up, quelle est la couverture, le nombre de références qui sont proposées, sur quel segment, est-ce qu'on est présent que sur le haut de gamme ou sur le mass market, sur les 4x4,
sur les camionnettes, les poids lourds. Donc nous, on a des référencements, enfin des références très larges sur tous ces segments. Également, comme vous l'avez évoqué, une présence en compétition importante. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc nous, on sponsorise et on est partenaire technique du Super Formula au Japon, qui est un petit peu je dirais la catégorie inférieure juste derrière la Formule 1. Avec des vitesses en passage en courbe sur la Super Formula, plus rapide que la Formule 1. Oui. Donc, Pour la marque Vmoto, Gaëtan Orselli, directeur général France. Donc c'est gigantesque. Moi, je m'attendais à quelques pays, Vmoto, là, comme ça, sur le papier. Et puis, en fait, je m'aperçois que vous êtes dans 80 pays. Ouais, c'est quelque chose d'assez énorme. Alors, on avait pris la décision, justement, de travailler avec des importateurs, des distributeurs exclusifs dans la plupart des pays. Et au fur et à mesure, on est en train de reprendre le contrôle de notre réseau, puisqu'on a développé des filiales en direct qui sont donc rattachées à Vmoto International et à l'usine, en France, au Royaume-Uni, en Italie, au Benelux, en Thaïlande et dans d'autres marchés un peu plus lointains. Quels sont en fait les produits de votre gamme? Quels sont aussi les produits stars finalement de votre proposition commerciale? Alors il y a de la moto comme vous dites, mais effectivement pas que. C'est d'ailleurs la grande force aujourd'hui de Vmoto, c'est qu'on a une gamme de produits qui est très très large et qui permet de répondre à énormément de besoins et de marchés qui sont différents. Puisqu'on va avoir des motos, mais également des scooters, en équivalent 50 et en équivalent 125 cm3. Électrique, bien entendu. Tout électrique. Tout électrique. Électrique, vous parliez de la Chine tout à l'heure, c'est pas un hasard, hein. Aujourd'hui c'est la Chine qui maîtrise la technologie et les batteries électriques. Donc nous on est spécialisés, on fait que des véhicules électriques. On a un scooter qui est devenu une vraie référence sur le marché, qui est le CPX. C'est un équivalent 125 qui évolue au fur et à mesure des années, hein, qu'on continue à améliorer et à produire, bien sûr. Avec une autonomie de 100 km? Alors c'est un scooter qui va avoir jusqu'à 160 km d'autonomie, en version équivalent 50 cm3, jusqu'à 140 en équivalent 125 cm3, avec 2 grosses batteries embarquées. Ce qui est aussi la force de Vmoto aujourd'hui, c'est qu'on a des batteries de haute capacité par rapport à ce qui existe ailleurs. Batterie amovible pour les novices? Batterie amovible. C'est le choix qu'on avait opéré du lancement de la marque. On s'est focalisé sur des produits avec des batteries uniquement amovibles, tout simplement pour viser le cœur de ville, l'urbain, pour faire du volume. Est-ce que l'idée aussi ne venait pas des flottes de scooters ou de motos que vous avez su implanter partout? C'est invraisemblable. J'ai vu... notamment des flottes de motos entières au Brésil avec DHL, Burger King en Espagne, Deliveroo au Royaume-Uni, sur les scooters par exemple. Ça vient de là, cette idée de batterie amovible pour la praticité? L'idée, elle est globale, puisque les besoins vont être similaires. En milieu urbain, on va avoir besoin d'une certaine autonomie pour rouler. Aujourd'hui, pour avoir la flexibilité, justement pour les professionnels, d'augmenter leur kilométrage, d'avoir des batteries amovibles, ça leur permet d'échanger les batteries et de continuer les shifts. Vous évoquez quelques belles références. C'est vrai que la dernière grosse commande en date du monde professionnel, elle vient de Burger King Iberia, qui nous a commandé 2000 scooters pour l'Espagne et le Portugal. Pour la marque PMU, Timothy Aucher, Chief Brand and Design Officer. Grosse équipe sont au service de la marque PMU au sens large. Marque PMU, très, très dynamique. Alors, toujours justement pour comprendre cet aspect organisationnel, on a parlé de plateforme de marque tout à l'heure. Quelle est l'intervention, quel est votre rôle sur ce point plateforme de marque qui est... Oui, en fait... moi, je suis responsable de la plateforme de marque PMU. Ça veut dire que je l'écris, je la formalise, je la diffuse. La plateforme de marque PMU, elle a été refondue il y a 1 an et demi maintenant, et autour d'une notion qui est importante pour nous, importante pour nos clients, et qui était importante aussi pour peut-être se rendre lisible auprès du plus grand nombre. C'est autour du plaisir du jeu ensemble. C'est ça qui fonde la singularité de la plateforme de marque PMU. Et c'est quelques mots posés dans un document, dans
un brand book, mais qui nous guide au quotidien sur l'ensemble des et des productions d'assets de communication, quels qu'ils soient. Donc c'est important aussi d'avoir le fond stratégique pour ensuite pouvoir déployer, concevoir et produire tous les assets visuels, graphiques, content, etc. Dans les assets, je suppose que le principal, c'est potentiellement la proximité. Alors, il y a évidemment la proximité. Convivialité, proximité. L'authenticité, la proximité, la convivialité, le côté populaire, les racines populaires de la marque, tout ça, c'est du bar PMU. Exactement, c'est des dimensions importantes. Et en fait, la place du bar PMU est vraiment pas négligeable dans cette histoire. Elle a été, moi j'ai vraiment eu à cœur de remettre le bar PMU au cœur de notre stratégie de marque, parce que c'est un asset qui est présent, visible. C'est la réalité de notre visibilité en France, hein. C'est le bar PMU, c'est ce que les Français voient. Et donc on s'est peut-être réconcilié, ou en tout cas reconnecté avec la réalité de notre ADN, qui est vraiment populaire et convivial. On parlait de plateforme de marque, mais aussi plateforme publicitaire, parce que vous l'avez expliqué, vous avez 4 pôles, donc le spectre est hyper large. Ouais. En termes de logique de marque, c'est toujours aussi très intéressant, parce que plateforme de marque, on va dire que c'est plutôt le côté stratégique et interne, et puis la plateforme publicitaire, c'est plutôt ce qui est visible. Ça veut dire que vous travaillez main dans la main, je suppose, avec la direction marketing aussi en tant que telle, et derrière, vous produisez les publicités, quelles qu'elles soient. En fait, mon équipe, ma direction est au sein de la direction marketing. Donc, moi, je travaille sous la responsabilité d'Olivier Prébil, qui est le CMO du PMU. Et évidemment, sur la partie publicitaire, qui est une partie effectivement visible et qui est une expression de la plateforme de marque pour servir à la fois le business, l'activité commerciale, et bouger les curseurs petit à petit sur l'image de la marque PMU. Là, je travaille avec l'agence DDB. Donc on a une relation de confiance depuis maintenant 2 ans et demi, et on co-construit avec eux la manière dont on a envie de se raconter sur les grands médias, la télé, etc. Et donc c'est aussi le fait d'avoir construit une agence interne, ça n'exclut pas, au contraire, le fait de travailler avec des agences externes. C'est juste que ça facilite la collaboration au quotidien, on a un langage commun, on se comprend plus vite, et ça crée aussi cette relation assez vertueuse avec l'agence DDB sur la partie publicitaire. Pour la marque Dunlop-Hilo, Pascal Huget, directeur général France. Bien entendu, qui a traversé les décennies, qui a traversé l'histoire aussi des marques en France. Pour débuter cette émission et entrer dans le vif du sujet, une question qui est d'ailleurs devenue traditionnelle, incontournable. Pouvez-vous nous dire quelle est l'origine du nom de la marque Dunlop-Hilo ? Alors l'origine de la marque Dunlop-Hilo vient en fait de son créateur, John Boyd Dunlop, qui début des années 1900 a travaillé le latex synthétique et notamment fabriqué les pneumatiques, et suite à l'analyse et à sa recherche et à son innovation a mis au point une matière effectivement qui allait pouvoir être utilisée dans l'industrie de la literie, qui est le latex qu'on connaît aujourd'hui pour ses propriétés. Absolument. Voilà, et donc de son nom Dunlop, il l'a associé à Pilot, l'oreiller en anglais, qui a fait Dunlop-Hilo. Et c'est comme ça qu'en 1932, Dunlop-Hilo est né. Les plus experts des marques appelleront ça un mot valise, c'est-à-dire la complétion de 2 termes qui donnent naissance à un nom de marque. L'année de lancement, on en a parlé, 1932, mais c'est une éclosion qui est plutôt dans les années 40 ? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que le temps que la recherche et l'innovation se mettent en place, que la production, que l'industrialisation existe, effectivement, ça a commencé plutôt à se développer fortement dans les années 40. Et Dunlop-Hilo a toujours gardé son côté innovation à travers les décennies, puisque derrière, il y a eu aussi une innovation concernant tout ce qui est mousse de polyuréthane, qui est beaucoup plus récent dans les années 60. Oui. Et puis en 1984, la fameuse biportance avec son moulage à froid qui a fait une révolution dans l'industrie de la literie, et d'où le slogan « Dormez comme vous aimez » est né. Là, on rentre dans la technicité, on commence à rentrer dans la technicité. Est-ce le réveil aussi d'une marque iconique, Dunlop-Hilo, très connue, qui a peut-être été, si vous me permettez l'expression, en sommeil ? Aujourd'hui, malgré tout, je vois que Dunlop-Hilo, c'est près de 110 000 matelas par an, c'est ça ?
Ouais, un petit peu moins sur le territoire. Voilà, sur le territoire, on est plutôt à entre 30 et 35 000 aujourd'hui. D'accord. Voilà, mais alors c'est pas un réveil, c'est une révolution. Le réveil a déjà sonné. C'est vrai. Et maintenant on est en marche. Donc on renoue avec notre ADN, on renoue avec nos clients, on renoue avec une production très localisée, avec beaucoup de savoir-faire. Made in France. Made in France. Allons-y, il faut le dire. Voilà, exactement. C'est une très très belle marque située dans les Yvelines. Exact, tout à fait, voilà. À Limay, et donc où il y a 90 collaborateurs qui tous les jours ont la tâche à faire de très beaux produits, de belles finitions, de servir correctement nos clients avec beaucoup de services. Le chiffre d'affaires de la marque aujourd'hui d'Allopilo, on tend vers 15 millions d'euros. 15 millions d'euros. Tout à fait. Qui est en définitive un retour aussi à la profitabilité. Exactement. Exactement, on est sur cette tendance. Donc après, effectivement, notre évolution, maintenant, il faut aussi créer, apporter de l'innovation. Maître mot principal, c'est le confort. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le confort, ça peut se créer à l'infini avec les différentes matières et notre capacité d'innovation. Bien sûr. Avec notre dernière matière qui est l'aérial réactive, qui est la dernière mousse qu'on a créée, qui est proche du confort du latex. On y reviendra juste après, tout à l'heure, sur les produits. Et puis, par rapport, si vous voulez, au confort, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que 77% des Français mettent ce critère en numéro 1 dans le choix de leur literie. D'accord. Donc c'est un critère très très important sur lequel on attache beaucoup d'importance. Pas forcément la durabilité. Non, c'est d'abord le confort. Aujourd'hui, les personnes ont besoin de retrouver du confort pour effectivement pouvoir retrouver ce côté cocooning après la fin de journée, le stress, etc. D'avoir un endroit un petit peu où le bien-être va être ressenti directement. Et donc effectivement, le confort, c'est le choix prioritaire en fait des futurs acheteurs de literie. Pour le cabinet Santarelli, Fabrice Pigeot, associé. Quelles sont les étapes du dépôt de marque ? Alors, un dépôt de marque, pour moi, c'est vraiment quelque chose de très très concret. Donc, il faut, pour un dépôt de marque, il faut savoir ce dont on a besoin, donc pour savoir où l'on va et savoir ce dont on a besoin. Donc, l'essentiel déjà, c'est de se parler et de beaucoup communiquer avec son client. Pour un conseil ou pour un déposant, en fait, l'essentiel, c'est de se dire de quoi... qu'est-ce que je fais ? Quelle est mon activité ? Quelle est la marque que je vais déposer ? Où est-ce que j'ai besoin de la déposer pour bien définir la feuille de route ? Et ensuite, on rentre vraiment dans un process qui est assez cadré. Avant de procéder au dépôt, une fois qu'on a défini quelle était sa marque, par exemple, tout est marque, par exemple, il faut se demander si elle est disponible juridiquement, donc mener quelques démarches. Donc des recherches d'antériorité, notamment. Des démarches, voilà, de recherche d'antériorité pour essayer de déterminer si des tiers ont déjà déposé des marques ou disposent de droits en fait qui seraient potentiellement un obstacle sur le plan juridique. Et puis ensuite, eh bien, on rentre dans le concret, dans les formalités administratives de dépôt de marque. On dépose le signe, par exemple tout est marque. On dépose les produits et ou services pour lesquels la marque doit être utilisée. Et ensuite, on la dépose sur le ou les territoires en fait qui sont d'intérêt. Donc en France, pour la plupart de nos clients, mais également après dans tous les territoires sur lesquels en fait le client peut avoir une activité juridique. Donc ça peut se limiter à France, Benelux, Espagne. Ça peut être dans le monde entier. Ça peut être pour des activités qui sont très spécifiques. Je sais pas, par exemple, si vous importez du café, vous allez peut-être avoir besoin d'aller chercher certains pays producteurs de café, etc. Donc couvrir en plus de la France qui est votre marché sur lequel vous utilisez votre marque, mais également des pays producteurs. Voilà, c'est tout un ensemble en fait de questions avec certaines informations qu'il faut s'assurer de bien avoir balisées avant de pouvoir faire un dépôt qui est un dépôt pertinent en fait. Si vous déposez à côté et si vous ne déposez pas le bon signe, pas les bons produits et services ou pas les bons territoires, votre marque est dénuée d'intérêt. Une analyse de besoin au préalable. Exactement. Où là, on va effectivement... alors on parle de signe parce qu'il faut rappeler dans la définition de la marque notamment que la marque et surtout un signe. Tout à fait. Et j'aime à citer aussi une grande théoricienne que vous devez sûrement connaître, qui s'appelle Françoise Armango, qui, à une certaine époque, a dit une chose très très juste, une marque n'existe qu'à partir du moment où elle est déposée. Et ça, effectivement, beaucoup d'entrepreneurs ne le comprennent pas et parlent d'une marque qu'ils n'ont pas encore déposée, donc ce n'est pas encore une marque, et c'est à partir de ce moment-là que les soucis peuvent débuter. C'était Tout est marque, disponible sur les plateformes podcast Spotify, Deezer et Apple Podcasts.
C'était Tout est marque avec l'agence Yucatan, partenaire de votre image, votre notoriété, votre réputation.